Tous, mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette nouvelle édition de Le Grand Soir. Format spécial avec un invité spécial. Il est ministre de la Jeunesse et l'Éducation civique. Il s'occupe également du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle depuis quelque temps. Il est l'auteur de ce livre, c'est son tout premier ouvrage d'ailleurs. Paul Biya et la jeunesse camerounaise hier, aujourd'hui et demain. Décryptage homothétique du quaranténat d'une politique pionnière intemporelle en faveur de la jeunesse. Vous l'avez compris, notre invité ce soir, c'est le ministre Mounouna Futsu qui a pu trouver un peu de temps pour échanger avec nous. Le principe de l'émission n'a pas changé. Vous répondrez ou enverrez vos questions au numéro qui s'affichera au bas de l'écran. On va essayer de garder avec nous le ministre pendant 90 minutes. Vous l'avez compris, avec son agenda désormais plus chargé qu'avant. Ce n'est pas déjà évident de l'avoir. Monsieur le ministre, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Et on est très ravis de vous avoir ce soir. C'est avec plaisir que je me retrouve à Info TV chaque fois. C'est une télévision citoyenne qui informe assez bien la jeunesse. Donc, de temps en temps, je viens moi-même apporter cette bonne information à la jeunesse. Merci d'avoir accepté notre invitation et de temps en temps, vous allez le constater, on vous posera des questions en tant que ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique et des fois en tant que ministre en charge du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. D'ailleurs, dites-nous, comment est-ce que vous réussissez à gérer ces deux départements ministériels? Vous faites la navette, les parapheurs vous suivent, si vous êtes à gauche, ils vous suivent. Comment est-ce que vous gérez cela? D'abord, permettez-moi de remercier une fois de plus Monsieur le Président de la République, le chef de l'État, son Excellent Monsieur Paul Biya, pour cette double confiance accordée à ma modeste personne et les sages conseils et orientations également de Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, ainsi que le soutien et l'apport de tous les collaborateurs qui me permettent d'assurer cette mission que le chef de l'État a bien voulu me confier. Je dois dire que c'est une question d'organisation. Vous savez, le gouvernement est bien organisé par le président de la République. Donc, il y a dans chaque département ministériel les secrétaires généraux qui sont en réalité les chefs des administrations centrales chargés de la coordination. Le ministre devient donc un superviseur et si toute l'équipe travaille bien, il n'y a aucun problème de supervision et je pense que c'est cette organisation que j'essaie de suivre de manière à ce que tous les dossiers des deux départements ministériels après sanction par les deux secrétaires généraux me parviennent normalement et comme j'avais déjà pris l'habitude de digitaliser un certain nombre de dossiers, cela a été facile. Ça vous facilite la tâche. Alors, lorsque les jeunes vous regardent en ce moment, ils disent que voilà notre ministre, chargé de la jeunesse, chargé de l'éducation civique, chargé de la formation, chargé de l'emploi. Finalement, c'est vous, le ministre dans le sens large des questions les plus préoccupantes de la jeunesse aujourd'hui. Oui, je crois que le chef de l'État, à travers aussi bien sa politique nationale de la jeunesse que la politique nationale de l'emploi et la stratégie de la formation professionnelle, avait déjà bien défini les orientations que nous devons suivre et implémenter. Donc, nous sommes à l'action et je crois que la jeunesse, chaque jour, surtout celle qui cherche la bonne information, ressent ces impacts, ces indicateurs qui montrent qu'il y a des choses qui sont faites dans le secteur. Essayant de suivre votre agenda, Monsieur le ministre, on a constaté qu'il y a de cela environ un mois, vous avez entamé une tournée de prise de contact avec vos collaborateurs du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Dites-nous, quels sont les premiers constats que relevez-vous? Oui, d'abord, ces réunions de prise de contact, ces rencontres visaient à faire un état des lieux des grands dossiers pour que je me les approprie, mais aussi et surtout donner les directives pour que nous soyons dans la même vision de la continuité des services publics tels que le chef de l'État a bien voulu me confier. Et donc, comme j'ai
j'ai eu coutume de leur répéter, je sors du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique où nous avions un programme important qui visait un peu le changement de mentalité, à savoir le PRONEC Réarmement, le Programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civil et entrepreneurial. Donc, mon objectif visait donc, dans un premier temps, à ce que nos mentalités soient les mêmes, c'est-à-dire qu'on partage un certain nombre de valeurs concernant le service public. C'est la raison pour laquelle toutes les rencontres de prise de contact commencent par la minute de civisme sur la déontologie, l'éthique et la déontologie administrative, qui sont rien d'autre que vraiment les orientations que je voudrais qu'on adopte la période que nous sommes ensemble et que nous nous comprenions à demi-mot. Et c'est ce que j'ai fait. De l'autre côté, les grands dossiers m'ont été présentés et je pense que Dieu merci, c'est un secteur. Nous travaillons déjà, le ministère de la Jeunesse, de l'Éducation civile, le ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, travaillons déjà en synergie, puisque le ministère de la Jeunesse s'occupait déjà de l'emploi jeune et l'emploi en général. Et le ministère de la Jeunesse avait aussi ses centres multifonctionnels de promotion des jeunes qui n'étaient autre chose que des centres de formation professionnelle publique qui s'arrimaient déjà à la politique, à la stratégie de la formation professionnelle. Donc, il ne m'a pas fallu beaucoup de temps pour m'approprier tous ces grands dossiers. Et je pense aujourd'hui que ce soit au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique ou au ministère de l'Emploi et de la formation professionnelle, tous les personnels travaillent dans la même perspective de satisfaire la cible majoritaire qu'est la jeunesse. Avec désormais les mêmes éléments de langage, les mêmes codes, un accent aussi sur la digitalisation. Vous venez, pour rester au ministère de l'Emploi, de lancer l'initiative Orfèvre, jeunes, orientation, formation, emploi, vacances jeunes. Est-ce que c'est suffisant lorsqu'on évoque cela pour résoudre les questions d'emploi auxquelles la jeunesse camerounaise aujourd'hui fait face? Orfèvre, peut-être pas tout de suite, mais comme je vous ai dit, l'analyse, l'état de lieu m'a amené à lancer cette opération avec la contribution de tous les collaborateurs et même les autres départements ministériels sectoriels, parce que d'abord, c'est une préoccupation qui a été exprimée maintes fois par la jeunesse, d'avoir des guides, une bonne orientation dès le départ. Ensuite, l'accès à la bonne information. C'est la raison pour laquelle Orfèvre Jeune est lancé en même temps que le portail Emploi Jeune. Le portail Emploi Jeune qui est une plateforme qui fédère donc toutes les initiatives en faveur de l'emploi jeune. Donc Orfèvre Jeune comme le portail Emploi Jeune concourt à l'opérationnalisation de ce que nous avons élaboré, le gouvernement dans son ensemble, le plan d'action national pour l'emploi des jeunes, le PANEJ, qui avait plusieurs axes, mais l'un des axes majeurs était celui-là. Et donc aujourd'hui, grâce au portail Emploi Jeune, grâce à cette opération orientation, formation, emploi, vacances jeunes, surtout pour permettre que la période de vacances serve de faire de meilleurs choix en matière de formation professionnelle. Parce que si nous voulons changer le paradigme pour attirer davantage des jeunes, des apprenants vers la formation professionnelle que l'enseignement général, il faudrait que pendant les vacances, on aille vers la communauté éducative, les parents, les jeunes, et que les centres de formation professionnelle puissent organiser des journées portes ouvertes, des carrefours de métiers, de manière à mieux informer la communauté éducative, les parents en particulier et les jeunes, pour choisir un bon métier qui peut favoriser l'insertion socio-professionnelle après, au lieu de continuer toujours dans l'enseignement général et se rendre plus tard qu'on aurait fait un autre choix. Donc, d'où donc cette opération Orfèvre Jeune qui, me semble-t-il, va contribuer à un changement de paradigme qui est davantage de jeunes vers la formation professionnelle. Donc, plus de
chances d'insertion socio-professionnelle. Et évidemment, les opportunités sont présentes sur le portail emploi jeune qui permet aussi, cette opération va permettre aussi d'opérationnaliser un outil important que le chef de l'État a annoncé dans son discours du 10 février dernier, à savoir les bureaux emploi municipaux, pour que le jeune, partout où il se trouve sur le territoire national, dans n'importe quelle collectivité territoriale décentralisée, puisse accéder à l'information sur l'emploi jeune, sur les opportunités de stage, d'emploi et de formation professionnelle. Donc, ce portail va être opérationnalisé dans toutes les collectivités territoriales décentralisées grâce à Orfèvre Jeune qui a recruté 2120 stagiaires pour cette opération qui vont se déployer donc dans toutes les collectivités pour à la fois donner les informations sur l'emploi jeune, l'orientation aussi des jeunes pendant cette période de vacances. L'opération va jusqu'à fin septembre, étant entendu que ça ne concerne pas seulement les scolaires qui vont faire leur entrée entre-temps, mais également les diplômés de l'enseignement supérieur et de la formation professionnelle également. Donc, pour dire que peut-être Orfèvre Jeune et Emploi Jeune n'apportent pas tout de suite des solutions. Justement parce que j'allais vous poser cette question. Il ne vous échappe pas que les candidats à l'élection présidentielle en cette période mettent l'accent sur les questions d'emploi et semblent dire que le régime actuel n'a pas trouvé de solution aux questions d'emploi. Pourtant, vous annoncez plusieurs projets, plusieurs programmes et des fois des chiffres. Ils disent que ce n'est que vous qui regardez ces chiffres-là et que dans la réalité du Cameroun, c'est l'inverse. C'est cette culture de l'information, de la recherche de l'information que nous voulons également promouvoir à travers ce programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civil, entrepreneurial, qui vise à changer la mentalité parce qu'il y a comme un blocage, pas seulement des jeunes, y compris nous les adultes qui avons cessé de lire, qui avons cessé de rechercher la bonne information, qui existe surtout sur toutes ces plateformes. Mais nous sommes plus connectés sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'ils auraient voulu voir de façon physique. C'est ça, et c'est la raison pour laquelle le gouvernement, dans sa feuille de route, sous le lead du ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, dès le début de l'année, a lancé cette caravane de présentation des initiatives gouvernementales en faveur de la jeunesse, parce que nous connaissions déjà les limites, n'est-ce pas, de cette communication, à travers le digital. Il nous a semblé important d'aller vers les jeunes dans l'arrière-pays, à la fois présenter ces initiatives et en même temps remettre des appuis à quelques jeunes bénéficiaires du plan Traînage spécial jeunes pour montrer que c'est possible de bénéficier de ces opportunités qui existent et d'où d'ailleurs l'ouvrage que j'ai commis en février lors de la 11e de la jeunesse, je me suis trouvé dans l'obligation morale et civique de publier un ouvrage que j'avais dans les tiroirs pourtant, mais que je comptais publier plus tard comme mémoire, comme témoignage sur le lien particulier que le président Paul Biya a avec sa jeunesse. Mais je me suis dit, ah voilà, l'occasion est arrivée pour que je publie cet ouvrage, pour à la fois le dédicacer lors des présentations de ces initiatives et le laisser comme souvenir, comme élément physique. Parce que, comme je dis, parfois il vaut mieux un livre de chevet que les informations sur les réseaux sociaux aussi, sur la toile. Donc, pour combiner tous ces éléments-là afin de toucher la jeunesse, mais également de mieux informer l'opinion publique sincère qui cherche vraiment à critiquer sur des faits. Et c'est la raison pour laquelle je pense, je mets à défi ceux qui veulent bien critiquer sur des faits, d'accéder à cet ouvrage et de me démontrer que ces opportunités n'existent pas, puisque c'est palpable, c'est des éléments qui sont là. Malheureusement, parfois, on n'a pas l'information et
D'ailleurs, je suis souvent choqué lorsque sur certains de vos plateaux, des week-ends, je vois des intervenants parler des éléments concernant le secteur jeunesse sans avoir pris la peine de fouiller. Parce que quand on prépare un élément comme celui-ci, on fouille au moins quelques documents pour savoir comment se porte le secteur. Mais l'information qu'on a au niveau de l'opinion publique, c'est qu'il y a un ensemble de programmes. Il y a même le plan spécial triennal jeune, mais on semble ne pas repérer des success stories, les gens qui ont réussi à partir de ces programmes. C'est aussi parce qu'on ne cherche pas l'information? Pourtant, vous en diffusez tout le temps des success stories sur Info TV. J'ai vu des success stories. J'ai vu sur d'autres chaînes, la chaîne nationale, il y a des success stories. Il y a des événements. Toutes les fois qui sont organisées aujourd'hui sur le territoire, il suffit d'y aller pour voir comment la jeunesse a pris la question, par exemple, de l'impôt substitution pour se lancer dans le Made in Cameroun. Vous comprenez? Donc, c'est partout. Malheureusement, il y en a qui ne prennent pas la peine de voir, ou ils voient rouge à la place du noir. Bon, c'est pas le daltonien, mais ils refusent de voir. Alors, mais nous pensons que nous ne devons pas nous fatiguer en tant que chargés de l'éducation civique, parce que notre objectif, c'est amener la population en général et les jeunes à changer de comportement, à donc voir le juste et à apprécier ce qui est fait. Et donc nous changeons de méthode, nous partons du physique au digital et du digital au physique, et des rencontres en présentiel comme en ligne, les hangouts, etc. D'où d'ailleurs l'initiative Youth Connect Cameroun, que nous avons lancé sous le très haut patronat du chef de l'État en 2019 et qui est aujourd'hui à sa deuxième phase et qui vise à connecter davantage de jeunes à ces opportunités, sur, aussi bien en présentiel qu'en ligne. Donc, je pense qu'il y a des choses à voir. Ceux qui ont suivi les premières étapes de la caravane nationale que vous avez initiée depuis environ un mois et qui vise les 10 régions. On a vu les étapes nord-ouest, est et autres, des foires qui sont organisées. Ces foires, c'est pour vous montrer à vous, monsieur le ministre, ou c'est pour montrer aux Camerounais qu'effectivement, on peut saisir ces opportunités et faire un pas vers la sortie de ce que d'aucuns va appeler l'emprisonnement du chômage? D'abord, tout commence dans le mindset, comme disent les anglo-saxons. Et c'est pourquoi aujourd'hui, il est important pour les adultes comme pour les jeunes qu'on ait un changement de mentalité. Qui soit orienté davantage vers la création de richesses, vers l'entrepreneuriat que la recherche d'emploi. Parce que si on est dans le style de recherche d'emploi salarié seulement ou de matricule comme à la fonction publique, alors on risque de laisser des opportunités passer. Et aujourd'hui, on est en question d'aller aussi bien en milieu scolaire, universitaire, extrascolaire, formation, l'éducation non formelle et même en éducation populaire. Vous avez vu nos équipes mobiles d'animation populaire urbaine et rurale avec les médiateurs communautaires aux couleurs nationales qui sillonnent villages et quartiers pour porter ces informations, ces opportunités vers les populations, vers les jeunes en particulier, pour dire que ce n'est pas rose, c'est vrai. Mais au Cameroun, si on prend son destin en main et on décide de faire quelque chose pour s'insérer, pour fonder une famille, on a des chances de le réussir. Mais cela demande de la résilience. C'est pourquoi nous avons comme slogan, n'est-ce pas, de ce programme, le Fighting Spirit ou le Hemley camerounais. Parce que l'objectif est d'inculquer en chaque jeune Camerounais et même moins jeune, le fighting spirit de nos lions indomptables de football pour que chaque jeune Camerounais, chaque Camerounais se considère comme un lion indomptable dans son domaine d'activité et de compétence. Parce que chacun de nous a un talent qu'il faut développer. D'où donc l'importance de l'orientation aussi, qui permet de détecter à temps le talent de certains jeunes pour mieux les orienter vers des filières qui répondent à ces talents et pour faciliter après leur insertion dans
la société productive. Parce que pour ne prendre que le secteur agro-pastoral aujourd'hui, qui est le secteur le plus porteur? Mais les jeunes, durant leur cursus, ont été éduqués, formés comme si l'objectif était de les éloigner de la terre. Donc, quand vous voulez maintenant à un certain niveau d'études les ramener à la terre, c'est comme un sacrilège. Que vous avez consacré leur échec. Or, on devrait pouvoir évoluer en étant sur la terre. Parce que comme le chef de l'État a dit, la terre ne trahit jamais. Et ça, il faudrait incruster ça dans l'esprit de l'enfant assez tôt pour qu'il voit l'opportunité d'insertion en agro-pastoral assez tôt aussi. De manière à devenir de ces entrepreneurs agro-pastoraux dont on a besoin aujourd'hui. Et c'est pourquoi nous valorisons effectivement ces success stories, n'est-ce pas, qui ont réussi dans le domaine agro-pastoral. Vous avez suivi dans l'actualité les jeunes que le chef de l'État a cités en exemple, le Bakary, Tata Bakary, à l'ouest là-bas, ou encore Tony Obam. Qui sont aujourd'hui des capitaines d'industrie, voilà, pour dire que c'est possible. Surtout Tony Obama est parti de l'enseignement supérieur, il a abandonné ses études de l'enseignement supérieur. Au lieu d'aller en master, il est rentré, aujourd'hui il n'a rien à envier à un doctorant. Monsieur le ministre, on aime bien écouter ce discours-là, l'entrepreneur, le lion indomptable de l'entrepreneuriat, la terre qui n'a jamais menti. Et les jeunes qui regardent se disent, tout cela, on a la volonté, est-ce qu'on a les moyens? Le chef de l'État a annoncé le plan spécial triennal jeune, et dans la caravane que vous avez engagée, on voit que vous remettez du matériel, des appuis aux jeunes dans le cadre de la QV 2025. Et du coup, on va se demander, où en est-on finalement avec ce plan spécial triennal jeune? Est-ce qu'on a une lecture en termes de bilan? Doit-on célébrer ce plan aujourd'hui au regard des résultats que vous avez et que peut-être nous, on n'en a pas? Si, je pense qu'il faut célébrer. Je rappelle que le chef de l'État a lancé ce plan. C'était pour renforcer déjà des initiatives qui existaient dans plusieurs départements ministériels. C'est pourquoi ce plan visait donc à renforcer ces acteurs dans 4 domaines principaux. L'agriculture au sens large, l'agro-pastoral, l'économie numérique, l'industrie, l'artisanat et surtout l'innovation technologique, parce qu'il faut aujourd'hui des créateurs, des innovateurs. Et donc, dans ces domaines-là, je pense que le travail a été fait et toutes ces initiatives existent dans ces départements ministériels. D'ailleurs, c'est ce que nous avons récapitulé, par exemple, dans les initiatives gouvernementales que nous présentons pendant la caravane, ou encore les éléments, n'est-ce pas, de l'ouvrage Paul Biya et la jeunesse camerounaise hier et aujourd'hui, demain, que nous avons commis. Alors, donc, pour ce qui est spécialement donc du plan triennal spécial jeune, donc la partie mise en œuvre au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation, je rappelle que le plan ne concerne pas que votre ministère. Exactement, mais nous mettons en place un certain nombre d'outils qui permettent au meilleur pilotage du secteur. C'est par exemple l'Observatoire national de la jeunesse. Aujourd'hui, vous savez qu'il est opérationnel depuis, avec un outil innovant d'ailleurs qui est la carte jeune biométrique, qui permet aux jeunes d'accéder à des services sociaux de base à des coûts préférentiels. Alors cet observatoire a même un data center, un mini data center, et permet aujourd'hui, grâce à sa ligne verte, le 1505 ou sa plateforme www.ongcameroun.cm, de donner déjà, d'orienter, de guider et de téléréférencer tout jeune, où qu'il soit, pourvu qu'il ait un terminal, un téléphone pour appeler gratuitement, ou bien un smartphone ou un ordinateur pour accéder, ou aller simplement dans les centres multifonctionnels de promotion des jeunes qui sont partout sur le territoire national. Il y a au moins un par arrondissement, sinon il y a des centres dans les gros villages et quartiers. Donc tout jeune peut aller dans ces guichets-là, avoir la bonne information. Et si vous ajoutez à ça aujourd'hui l'opérationnalisation des bureaux emploi municipaux qui vont servir de relais aux antennes du Fonds national de l'emploi, qui sont jusqu'à présent au niveau
régional ou quelquefois département. Donc là maintenant, dans chaque commune, vous aurez un bureau emploi municipal. Un bureau emploi municipal. Donc, ça veut dire que vous avez quadrillé l'ensemble du territoire. Donc, tout jeune qui cherche l'information a donc l'information, a donc la bonne opportunité qui peut correspondre à ses aspirations. Et ça, c'est un outil important et ça, je pense que c'est un des axes majeurs du plan triennal. C'est qui vient régler l'une des questions qu'on vous pose souvent. Où aller? Comment y aller? Est-ce qu'il y a des préférences? Est-ce qu'il faut être fils de tel pour arriver à l'information et peut-être bénéficier des accompagnements? Exactement. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont retenu, par exemple, par Orfèvre Jeune à partir de leur domicile parce qu'ils ont soumissionné simplement à partir de la plateforme Emploi Jeune et ils ont été sélectionnés. Donc, c'est pour dire que tout est facilitation aujourd'hui avec aussi l'économie numérique. Maintenant, le deuxième axe de ce plan, c'était le renforcement donc, de tous ces programmes d'accompagnement de la jeunesse à l'insertion, et cela au niveau du ministère, pour les programmes qui concernent le ministère de la jeunesse et de l'éducation civique. Vous avez vu qu'il y a le Fonds national d'insertion des jeunes, le FONI, a été migré, muté en fonds de garantie aux jeunes entrepreneurs. Et tous les financements des projets, on va appeler les démenteurs, les primo-demandeurs d'entrepreneuriat jeunesse sont financés. Mais également, aujourd'hui, ceux qui sont déjà installés peuvent prétendre au fonds de garantie, c'est-à-dire avoir des renforcements de financement par le guichet garanti, y compris ceux de la diaspora avec le programme, le sous-programme Diaspora and Local Youth Joint Venture Dialyse. Donc, c'est pour dire que là, vous avez un certain nombre de jeunes qui ont été financés et avec la politique impôt-substitution, depuis 2022, le plan triennal s'est arrimé à la politique impôt-substitution et aujourd'hui, on priorise les villages pionniers de seconde génération qui sont des bassins de production où les jeunes sont installés sur la chaîne de valeur de différentes spéculations, suivant les avantages comparatifs, n'est-ce pas, des différentes communes pour spécialiser les produits d'appellation d'origine, comment on dit souvent, contrôlée. Appellation contrôlée. Voilà, oui. donc, voilà. Et ensuite, les clusters qui respectent la même logique, mais pas nécessairement sur le même bassin de production. Donc, aujourd'hui, si nous disons que nous avons pratiquement 600 villages pionniers qui sont opérationnels, c'est du durable, puisque c'est l'installation durable des jeunes. Ça veut dire qu'il y en a aujourd'hui, au moins dans chaque commune. C'est vrai que vous connaissez le contexte d'insécurité que nous vivons. Si une commune n'en a pas aujourd'hui, c'est à cause de ces problèmes d'insécurité pour lesquels, une fois de plus, nous demandons aux jeunes qui sont aujourd'hui engagés sur le front de la promotion de la paix, de sensibiliser leurs pairs, de déposer les armes et de rentrer dans ces programmes pour aussi en bénéficier. Parce que s'ils n'ont pas bénéficié dans certaines communes, c'est à cause de l'insécurité de ces zones-là. Donc aujourd'hui, c'est cela et les clusters, c'est du même ordre. Aujourd'hui, je pense le seul guichet ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique, c'est près de 16 000 projets qui ont été financés. Près de 16 000. Près de 16 000. Donc, et ça, nous devons maintenant voir les autres guichets dans les autres départements ministériels. D'accord. Avec d'autres programmes nouveaux qui sont venus et avec le plan triennal intégré impôt-substitution agropastoral et halieutique qui vient cette fois-ci renforcer encore ces actions.
D'accord. Alors, ce que vous dites, est-ce que c'est un choix de communication, Monsieur le ministre, de ne pas insister? Les Camerounais attendent que vous disiez qu'il y a 500 000, il y a 2 millions de jeunes qui ont été sortis de la situation antérieure grâce au plan spécial triennal jeune. Sauf que lorsqu'on parcourt les réseaux sociaux, on se rend compte qu'il y a de nombreux jeunes qui sont en attente, qui disent attendre des financements, qui vous accusent de tout et de rien. Qu'est-ce qui est réservé à ces jeunes-là qui crient, qui ont besoin d'être accompagnés, qui ont besoin de financement, qui disent avoir été retenus? Voilà, ça c'est encore une fois de plus le mindset, la mentalité a changé. Parce que les jeunes ont été habitués au principe de financement en cash, où l'argent est quelque part, les 102 milliards, voilà, les 102 milliards étaient dans un tiroir, il suffit simplement de retenir, on part, on prend l'argent. Or, le mécanisme qui a été mis en place pour ce plan triennal spécial jeune est un mécanisme où on part d'abord de l'enregistrement à l'Observatoire national de la jeunesse. Ensuite, le réarmement moral, civil, entrepreneur, parce que c'est ce réarmement qui permet de crédibiliser le jeune, qui permet de changer cette mentalité du jeune, qui permet de l'engager davantage dans son domaine qu'il a choisi. En un mot, qui fera de lui donc le lion indomptable, n'est-ce pas, de son domaine choisi. Et c'est à ce moment-là que le financement ne vient qu'en dernière position. Et même ce financement, ce n'est pas en liquide. C'est mettre en œuvre le business plan du jeune sans nécessairement que le jeune touche à l'argent. C'est la raison pour laquelle dans un business plan, toutes les activités sont connues. Et les réalisateurs, sauf celles que le promoteur lui-même réalise, à ce moment, il est payé comme tel. Mais sinon, les autres, son argent est positionné, mais c'est par virement, de compte à compte. C'est-à-dire le jeune ordonne à son prestataire X ou Y de lui fournir l'équipement ou de lui réaliser la prestation et il est payé. Donc, et on l'accompagne. Et là, il y a un écosystème pour accompagner le jeune durablement à son installation. C'est les consultants spécialisés, les mentors volontaires, les fournisseurs donc des équipements qui sont également des mentors techniques. Vous avez nos conseillers en insertion des centres multifonctionnels de promotion des jeunes qui assurent le suivi au quotidien sur le terrain. Donc, tout cet écosystème, même les assurances que nous avons mises en place, parce qu'il y a toujours des sinistres qui peuvent survenir, et les institutions financières partenaires dans lesquelles ces financements sont logés, qui ont mission également d'accompagner le jeune à réussir pour pouvoir être rémunéré en conséquence. Donc, je crois que toutes les conditions sont réunies. Malheureusement, le mindset du jeune, habitué parfois à la facilité, refuse de suivre ce mécanisme. Il y en a qui sont enregistrés, disent-ils, depuis 2016, mais qui ne sont plus jamais repartis sur la plateforme pour savoir combien d'emails il a reçus, combien d'appels il a reçus pour l'inviter à venir faire le réarmement moral civil entrepreneurial. Vous comprenez? Donc, mais il sera mécontent qu'un jeune qui soit enregistré en 2019 ait bénéficié de financement avant lui. Parce que lui l'a fait le suivi. Voilà, ou celui de même 2025. Et tout ceci parce que c'est un accompagnement personnalisé. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, il est question de privilégier les clusters et les villages pionniers. Ça veut dire qu'un jeune dont le projet n'entre pas dans un cluster ou dans une chaîne de valeur ne va pas être prioritaire. Alors, ça veut dire que si vous avez proposé un projet individuel qui n'entre pas dans ce champ, si vous êtes en contact avec votre conseiller en insertion, il y a de fortes chances donc qu'on vous conseille de changer de projet pour l'intégrer dans une chaîne de valeur. Et c'est ça l'accompagnement personnalisé. Donc il ne s'agit pas de s'enregistrer, aller dormir tranquille ou aller faire autre chose en attendant que l'argent tombe dans le compte. Ça ne viendra pas. Et donc, d'où donc ces désillusions de certains. Mais aujourd'hui, je pense, avec les success stories que nous avons déjà sur le terrain, et je me réjouis. Lors de la caravane, partout où nous sommes passés, nous avons vu
ces jeunes success stories qui montrent que c'est possible de réussir. Et d'ailleurs, ils sont en train de transformer, n'est-ce pas, nos villages et nos quartiers en des usines de production du Made in Cameroun. D'accord. On va ouvrir la page consacrée à cet ouvrage, Paul Biya et la jeunesse camerounaise hier, aujourd'hui et demain. Mais avant cela, on prend quelques messages où vous allez répondre à ces questions de téléspectateurs. C'est un peu la tradition. Et là, c'est l'une des questions qui était attendue. Bonsoir Plateau, bonsoir. Il faut dire à votre invité que les emplois qu'il énumère appartiennent aux jeunes du RDPC, ainsi que les recrutements. Est-ce qu'il y a dans la constitution du dossier une mention qui relève, qui précise votre appartenance politique? Si lui, il peut distinguer un jeune du RDPC d'un autre parti politique, moi je serais bien heureux de le recevoir et qu'il me le démontre. Parce que, et c'est ça le mindset, c'est ça la mentalité. Parce que voilà un jeune qui est bloqué d'avance. Comment va-t-il réussir? Ben, si c'est le jeune s'il a les critères d'un jeune de RDPC, mais qu'il aille là-bas se plaindre devant nos conseillers, par exemple dans les centres multifonctionnels pour promotion des jeunes, pour dire non, lui il n'est pas de RDPC, il veut être financé. Comme ils aiment faire le buzz, pourquoi lui il n'est pas allé se plaindre et pour dire que bon voilà, on l'a refusé et parce que tel et du RDPC. Non, je pense que ça fait partie des stéréotypes qui bloquent les jeunes. Et c'est ça que nous voulons enlever de la tête des jeunes dans leur ensemble pour dire oser. C'est ce que le chef de l'État leur dit. Tous les jours, ils répètent dans tous ces discours, oser, innover. Parce que c'est ça l'engagement patriotique, l'engagement civique, l'engagement. S'il est militant d'un autre parti, s'il est incapable de s'engager, ou prendre le risque, parce que ça c'est également un autre élément. Pour entreprendre, il faut prendre le risque. Pour gagner quelque chose, il faut prendre un peu de risque. Hein? Tout le monde veut partir, bon, le recrutement, le concours. Au lieu de préparer le concours, les jeunes passent le temps, il est déjà bloqué pour dire que non, il ne va pas passer ce concours. Comment va-t-il le passer? Alors que, je répète tous les jours aux jeunes, nous autres, à l'époque de notre génération, on étudiait sur les arbres. Vous savez pourquoi? Parce qu'on cherchait le calme pour pouvoir retenir. Sur les arbres, pas sous les arbres? Sur les arbres. D'accord. Sur les arbres ou sur la montagne. Parce qu'on cherchait des lieux calmes pour mémoriser tous les éléments de programme. On dit à ce jeune de ne pas se mettre des barrières lui-même, d'aller chercher l'information. Alors, bonsoir, Jean-Jacques est à votre invité, à son Excellence, Monsieur le Ministre. Pour ce qui est de la formation professionnelle, depuis le début du cursus scolaire des jeunes au Cameroun, c'est une très bonne initiative du ministère des Jeunes. Cependant, le projet de distribution du matériel agricole, je pense qu'il est mieux de vérifier l'activité réelle du jeune à qui le matériel est remis. Sinon, c'est peine perdue, car le matériel remis sera à nouveau vendu au lieu d'être mis à profit dans le domaine, surtout en agriculture. Pour moi, il est mieux de rentabiliser les fonds en achetant le matériel lourd, comme des tracteurs, et de les mettre à la disposition de chaque délégation pour une gestion plus rentable et positive, surtout pour ceux qui exercent vraiment dans le domaine du monde agricole. Marquer depuis Berthois, c'est un jeune entrepreneur agricole que je connais très bien, qui vous dit que pour la distribution du matériel... S'il s'est rapproché de nos villages pionniers, c'est exactement ce qu'il décrit. C'est la raison pour laquelle je dis parfois... les gens croient détenir la meilleure idée alors qu'elle est déjà mise en place. Vous comprenez? Je le remercie en tout cas de cette idée, mais c'est exactement celle qui est mise en place. Aujourd'hui, c'est les agri-services. Par exemple, les jeunes sont installés en agri-service, c'est-à-dire des jeunes qui ont un petit pool d'engins lourds. Vous comprenez? Qui offrent des services de labour, de récolte, etc. pour faciliter en fait, pour réduire la pénibilité du travail agricole. Parce qu'aujourd'hui, si on veut engager davantage les jeunes vers les travaux agro-pastoraux, il faudrait
alléger, de réduire la pénibilité du travail agro-pastoral, et d'où donc la constitution en des pôles qu'on a appelés agri-services, qui offrent des services à d'autres jeunes qui, eux, sont détenteurs de leur exploitation, par exemple. Vous voyez, c'est d'où donc la chaîne de valeur dont on parle, qui sont en intrant, aussi bien dans la production que la transformation, le transport, etc. Vous voyez? Donc, ce qu'on fait, c'est vraiment les villages pionniers de deuxième génération. Deuxième génération parce qu'il est question de mettre en œuvre de l'agriculture de deuxième génération. Il comprend bien que ça ne peut être que mécanisé. Donc, s'il voit les matériels qu'on remet aux jeunes, même s'il y a quelques coupes-coupes, parce qu'on ne se passera jamais. Et ça, il faut que les jeunes, une fois de plus, apprennent que le travail manuel qu'on fait depuis l'école primaire est important. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas tenir une machette, tenir un matériel de travail manuel, quel que soit là où il va se trouver, il aura un blocage quelque part. Donc, c'est la raison pour laquelle donc, nous essayons de lever tous ces blocages qui empêchent la jeunesse aujourd'hui d'aller vers les travaux mais dans ce qu'il dit, il a la réponse. Les jeunes qui prennent le matériel pour le revendre, je pense qu'il a déjà fait une dénonciation. Ça a été déjà résolu. D'accord. Le mécanisme que je vous ai décrit tout à l'heure est résolu parce que, vous savez, on a pris les leçons des projets d'insertion socio-économique des jeunes de première génération, tels que le Pageru, les Piazzi, etc. Donc, arrivé au plan traînant spécial, on a modifié les mécanismes en faisant en sorte que les fournisseurs ne sont plus les amis. Parce que quand ils faisaient ça, c'était les jeunes choisissaient leurs amis pour leur fournir de matériel et juste après la cérémonie, c'était parti. Donc aujourd'hui, ceux qui fournissent les équipements aux jeunes, c'est des mentors. C'est-à-dire c'est des gens qui sont payés pour ça et dont la mission, c'est d'aider les jeunes. Ils forment d'ailleurs les jeunes à ces matériels-là. Donc, ils accompagnent les jeunes. Il a la mission d'accompagner les jeunes. Donc, si jamais, le risque qui peut arriver, c'est que le jeune abandonne. S'il n'a pas été bien réamorcé, il peut abandonner ces matériels. Et nous avons déjà prévu la reprise. C'est-à-dire que tous ces matériels sont nantis. Donc, ça veut dire, si un jeune abandonne, on donne à d'autres jeunes en attente. Donc, cette question est réglée. Est déjà réglée. Bonsoir, très chers aînés. C'est un honneur de voir un membre de l'État, du gouvernement, notamment le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique. Ce n'est pas tous les jours qu'on voit ça. On les voit toujours à la télévision nationale. Merci, monsieur le ministre. Achille Aimé, depuis Yatika, du côté de Douala, il n'a pas posé de questions, mais il s'est réjoui de voir un ministre se plier à cet exercice. Ce soir, il vous salue pour cela. Monsieur le ministre, vous aviez fait du Conseil de la jeunesse un démembrement du RDPC. On a vu à Yaoundé, donc on ne croit plus en cela, que le Conseil national de la jeunesse, Aloïs Nkwaba, est devenu un démembrement du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. C'est-il le rôle du Conseil national de la jeunesse? Parce qu'il faut d'abord aller adhérer à cette plateforme pour savoir de quoi il est question. Je ne suis pas sûr qu'il est membre qu'il est dans la plateforme du Conseil national de la jeunesse. Ça, c'est encore une fois de plus les stéréotypes. Le Conseil national de la jeunesse est inclusif. Ça veut dire qu'on ne va pas exclure les jeunes leaders. Qui seraient d'autres formations politiques ou d'autres organisations de la société civile. C'est d'ailleurs ça, cet apprentissage que nous voulons mettre. Parce que ce Cameroun doit être pluriel. D'où donc tous ces partis politiques que le chef de l'État a légalisés en apportant cette démocratie. Et cette démocratie se vit aussi au sein du Conseil national de la jeunesse du Cameroun. Où tous les leaders, lui-même, il peut partir prendre la tête du Conseil national de la jeunesse, peut-être de sa localité, ou pourquoi pas le national, et tout en étant d'un autre parti politique. C'est des compétitions, mais chacun a sa conviction, et ils doivent apprendre à vivre ensemble, et celui qui gagne doit faire avec les autres. Donc, se bloquer une fois de plus en disant le Conseil national de la jeunesse est pris
en otage par... Parce qu'on a vu le CNJC parmi ceux des organisations, parmi les jeunes qui sont allés déclarer leur soutien au candidat Biya. Ben, s'ils ne le font pas, parce que c'est ça aussi la loi de la majorité. Et on ne peut pas empêcher à un responsable d'une organisation d'avoir sa conviction. Surtout que c'est une organisation plurielle. Vous comprenez? Si lui, il était dans le bureau et partait supporter son candidat, personne ne l'en voudrait. En tous les cas, il y a, dans le texte du CNJC, il n'y a aucun texte qui exclut un membre parce qu'il est parti mener une activité politique. D'accord. Parce que chaque jeune doit avoir sa conviction. Parce que c'est, je rappelle, c'est une structure aussi de préparation de la jeunesse, de formation des leaders. On les forme pour prendre le Cameroun de demain en main. Alors comment pourrait-il ne pas le faire sans s'intéresser à la chose politique? Ce n'est pas possible. Alors, bonsoir à vous sur le plateau. J'adore votre émission. J'aimerais demander à son Excellence Mounouna Foutsu que moi, j'ai été sélectionné comme bénéficiaire du plan triennal spécial jeune 2022 à Bertois, mais je n'ai jamais reçu cette subvention jusqu'à aujourd'hui. Je crois que vous avez répondu à cette question. Il est parti attendre. Alors que c'est un projet d'accompagnement. On ne sélectionne pas et c'est sûr que s'il va sur son email ou sur ce... On a dû l'appeler maintes fois pour venir passer les autres étapes. Et évidemment, c'est un processus. On ne part pas s'enregistrer et attendre qu'on vous envoie l'argent. Ça n'existe pas. C'est un projet d'accompagnement personnalisé. Donc vous venez, vous êtes sélectionné. Alors ça veut dire que vous avez un calendrier que vous pouvez consulter soit sur la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse ou votre conseiller en insertion qui est affecté, ou aller dans le centre multifonctionnel de votre arrondissement où vous êtes rattaché. On va vous dire les étapes. Il y en a aujourd'hui effectivement qui sont malheureusement sur des listes de la phase par exemple de sélection avant le réarmement, mais qui ont disparu, qui n'ont jamais validé leur réamorce. Comment ça va se passer? Ou encore le business plan, il y en a pourtant qui ont fait le réamorce, mais n'ont pas poursuivi avec le plan, le business plan. Parce que comme je vous ai dit, vous avez fini le réamorce, vous dites vous voulez installer, je dis comme ça, un secrétariat bureautique dans la localité, parce que vous avez vu d'autres secrétariats. Oh, ce n'est pas la priorité dans la commune où vous êtes. On vous dit, si vous alliez vers votre conseiller pour savoir, on va dire, ok, c'est le cluster, ici on a privilégié le cluster peut-être Oyon dans la localité. Ou encore, comme il était dans le secrétariat bureautique, on va plutôt mettre les disques Digital Youth Service Center, c'est-à-dire des gens qui, la mission, c'est vendre les produits de ceux qui ont produit, c'est-à-dire le commerce en ligne. Parce que ça, c'est le business development service qu'on a mis en place. Donc, ce n'est plus installer les gens en secrétariat bureautique, mais installer des jeunes dans les maillons de marketing digital, qui est un nouveau métier. Vous comprenez? Mais s'il ne vient pas pour se faire former dans ce marketing digital, comment va-t-on le financer? D'autres cris qui s'alignent peut-être à celui-là, c'est ceux qui pensent que les projets sont plutôt détournés. Ils viennent avec leurs projets intéressants, on ne les appelle plus, mais ils se rendent compte qu'il y a quelqu'un d'autre en train de développer cela, qui a détournement de projet. Bon, je ne pense pas qu'il peut y avoir de détournement de projet, parce que vous savez aujourd'hui, toutes les idées sont plus ou moins, sauf ceux qui ont un brevet d'invention. Sinon, vous ne pouvez pas vous prévaloir aujourd'hui d'avoir... Vous n'inventez pas la roue, forcément, aujourd'hui. Ça, il ne faut pas se leurrer. Et ça, je pense aussi qu'il faut être humble dans... C'est de construire. Oui, ça participe toujours de la mentalité. L'humilité est importante. D'accord. Et donc, il faut se soumettre au processus. Je ne pense pas que il y a la place pour tout le monde. Vraiment, le plus important, c'est de se soumettre au processus. D'accord. Quelques questions encore. Bonsoir à vous sur le plateau. Le ministre est posé et répond clairement aux questions, je le constate. Qu'il nous dise les jours où il reçoit les Camerounais qui sollicitent le rencontrer au ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Emran à Yaoundé 5, qui veut savoir
quels sont les jours d'audience dans votre ministère, puisque l'obsèque vous répondez. Je n'ai pas de jours d'audience et les jeunes, si elle demande même les jeunes de son environnement, les jeunes lui diront que je suis connecté 24 heures sur 24 et que je n'ai pas de jour d'audience. Mes portes sont ouvertes et tous les jeunes ont mes numéros. Il suffit qu'elle demande à un jeune leader, si elle n'est pas elle-même dans une organisation de jeunesse, elle va avoir mon contact et elle peut venir ou me poser des questions. Et comme j'ai dit, l'Observatoire aujourd'hui a même le 1505, qui est une ligne verte. Une ligne verte, donc peut poser toutes ces questions. Mais si elle veut à tout prix me voir, elle arrive au bureau, il n'y a pas de problème, on va la recevoir. D'accord, c'est clair, c'est dit en direct. Si vous allez au ministère, qu'on ne vous reçoit pas, faites-moi un message la prochaine fois. Elle fait un selfie, elle envoie. Que je suis devant le ministère, voilà. On ne m'a pas reçu. C'est ça aussi, hein, parce que les jeunes, je dis une fois de plus, les jeunes utilisent mal les réseaux sociaux, alors que les réseaux sociaux, c'est pourquoi nous avons déployé les formations des volontaires pour apprendre aussi aux jeunes la meilleure utilisation de ces réseaux sociaux. Parce qu'on peut utiliser le réseau social pour un bon plaidoyer qui marche. Et ça marche. Voilà. Peut-être que vous avez anticipé sur la question de Calice Talom. Bonsoir Jean-Jacques, bonsoir à votre invité, monsieur le ministre. C'est quoi la priorité aujourd'hui pour le Cameroun en termes d'emploi des jeunes dans le secteur de l'intelligence artificielle? C'est un secteur particulier. Oui, nous attendons beaucoup d'ailleurs des jeunes dans ce domaine. On a ouvert d'ailleurs des incubateurs dans nos centres multifonctionnels de promotion des jeunes spécialisés pour l'accompagnement des jeunes dans ce domaine-là. Les labs jeunes en collaboration avec les partenaires comme IAI, Cameroun, etc. Parce que si nous ratons la révolution digitale aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, on ne va pas rattraper ce déficit-là. Et c'est une opportunité. Il faudrait donc que les jeunes s'engagent là-dedans, dans ce champ, pour être des lions indomptables, comme je dis, dans le domaine de l'intelligence artificielle. Que ça ne soit pas les produits, parce que si elle comprend bien ce que l'intelligence artificielle veut dire, cette intelligence se construit. Donc il faudrait que nous, si nous sommes forts dans l'écosystème, nous allons vendre cette intelligence à d'autres pays. Mais si nous ne sommes pas engagés et mobilisés, c'est les produits des autres que nous allons consommer. Donc, mais à ce niveau, je dois dire quand même que pour avoir visité plusieurs foires, n'est-ce pas, et salons de nos jeunes dans ce domaine, pour avoir suivi un peu aujourd'hui les jeunes bénéficiaires de fonds de prototypage du chef de l'État mis en œuvre par l'agence de promotion des petites et moyennes entreprises, la PME. Je crois qu'il y a des jeunes qui se distinguent déjà et le gouvernement est en train de les accompagner. D'ailleurs, la ministre des Postes et Télécommunications, avec les différents camps de jeunes qu'elle organise, les camps numériques, etc., détecte pas mal de jeunes qui sont aujourd'hui en train d'être accompagnés par le gouvernement. Et là, nous demandons simplement que cette masse soit critique, qu'il y ait davantage de jeunes qui s'intéressent à l'économie numérique, à l'innovation et à l'intelligence artificielle, qui est aujourd'hui le champ de bataille. Question d'un journaliste, Norbert Oulier-Baudet, le ministre, pourquoi le plan triennal spécial jeune est devenu un plan décennal? Que reste-t-il des 102 milliards de francs CFA? Est-ce que vous avez une réponse là-dessus? Oui, je dois dire que c'est la constance et la magnanimité du chef de l'État qui l'a prescrit pour sa jeunesse. Je rappelle que c'est un cadeau d'anniversaire qu'il a offert à la jeunesse lors de la célébration du cinquantenaire de la fête de la jeunesse. En 2016, malheureusement, il sait ce qui s'est passé cette année-là. Il a prescrit, convaincu qu'il allait sortir les jeunes, notamment de l'extrême nord, qui étaient déjà dans le grief de Boko Haram, pour s'adonner à la construction du pays. Malheureusement, en 2016, en fin d'année 2016, les crises du nord-ouest et du sud-ouest éclatent. Et vous comprenez, avec en même temps qu'une crise économique aussi internationale. Donc,
très vite, les conditions sont devenues compliquées pour la mobilisation de ces ressources. Et je pense que le gouvernement a fait ce qu'il pouvait pour mobiliser le maximum de ressources, mais au regard du fait que les résultats ne sont pas atteints, le chef de l'État a pensé qu'il fallait glisser pour que le maximum de jeunes soient accompagnés, soient bénéficiaires. Et je pense que c'est une fois de plus sa constance dans son lien avec cette jeunesse qui l'a amené à garder, n'est-ce pas, ce plan pour que le maximum de jeunes, à date, je vous rappelle qu'il y a 1 150 000 jeunes enregistrés à la plateforme de l'Observatoire national de la jeunesse, dont 53% sollicitent des financements. Donc vous comprenez que devant cette demande, le chef de l'État ne peut que garder ce plan et en rajouter d'autres, d'où donc le plan triennal intégré impôt-substitution qu'il a lancé, qui vise à peu près les mêmes choses. Vous avez vu dans les autres départements ministériels, des programmes se sont multipliés au niveau du ministère de l'élevage, le ministère de l'agriculture, le ministère des petites et des moyennes entreprises. Un peu partout, les programmes se multiplient. Et le rôle aujourd'hui du plan triennal avec l'Observatoire, c'est de fédérer tout cela au niveau pour les rendre, amener l'information accessible à la jeunesse. Le portail emploi jeune qui a été développé par le MINEFOP va dans ce sens. L'initiative Orfèvre Jeune va dans ce sens pour que tout jeune, où qu'il se trouve, ait le choix et le bon choix. D'accord. C'est cette question de Yannick depuis le quartier Mendon ici à Yaoundé, André Sika, va permettre que vous donniez une fois pour toutes, en tout cas pour cette émission, le chemin à suivre. J'aimerais savoir du fait que vous recevez ce soir à votre émission du Grand Soir le ministre de la Jeunesse et intérimaire du ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Quelle est la procédure pour recevoir un accompagnement pour un projet dans le métier de la coiffure homme professionnel? Yannick, une fois, quelles sont les procédures? Où est-ce qu'on doit avoir la bonne information pour entrer justement dans le circuit? Là où elle se trouve, elle a dit dans quel quartier? Quartier Mendon. Mendon, c'est Yaoundé 6. Yaoundé 6, d'accord. Oui. Il y a un centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Yaoundé 6. Elle y va. Elle va être accompagnée par un conseiller en insertion. Elle lui présente son idée de projet. Elle va s'enregistrer à l'Observatoire national de la jeunesse sur la plateforme, parce que c'est important qu'on sache tous les jeunes et leurs aspirations. C'est ça la plateforme. Donc, mais elle peut aussi, là où elle est, si elle a un smartphone ou un ordinateur, taper www.ongcameroun.cm. Elle peut s'enregistrer de là où elle est et être référée directement au CMPJ de Yaoundé 6. Ça veut dire que le chef de centre va avoir dans sa base de données qui a mademoiselle ou madame telle qui s'est enregistrée et qui sollicite un accompagnement. Maintenant, elle a le choix entre cet accompagnement en ligne ou en présentiel. Si c'est en ligne, et c'est là où beaucoup faute, parce que dès que ce sont enregistrés, il reste non. Il doit aller parce qu'il y a des messages qu'on lui envoie pour commencer son réarmement moral civil entrepreneurial. Ou alors va en présentiel faire ce réarmement moral civil entrepreneurial. Je rappelle que la validation de son réarmement moral civil entrepreneurial, de son réamorce, se termine par une activité d'intérêt communautaire, c'est-à-dire une activité de volontariat. Ça veut dire qu'il faut que le jeune soit en mesure, comme on dit en volontariat, de se mettre, de rendre un service à sa communauté de manière désintéressée, sans rien en attendre. C'est ça le volontariat. Et c'est là où on sait maintenant qu'il est prêt à se mettre au service de sa nation, de manière également désintéressée, pour que ce pays aille vers l'émergence. Et donc c'est après donc ce réamorce-là que son idée de projet, est-ce que c'est un atelier de coiffure, est-ce que c'est autre chose, qu'elle pose donc ce problème? Alors, la question c'est Yaoundé 6, son plan de développement communal
est-ce qu'à l'heure actuelle, il privilégie l'installation des hommes d'affaires, des jeunes, dans le secteur de la coiffure? Est-ce que c'est un secteur porteur dans Yaoundé 6? Tout ça, Ça, c'est la première question. Parce que si ce n'est pas une priorité de ces métiers dans Yaoundé 6, de ces affaires, on va dire comme ça, de ces domaines, alors ça ne sera pas une priorité, mais on peut l'orienter, d'où donc l'accompagnement personnel, on peut l'orienter de s'intégrer dans un autre cluster, parce qu'en fonction de ses capacités, c'est elle qui pense qu'elle veut un atelier de coiffure. Mais en la conseillant, en l'orientant, on peut se rendre compte qu'elle a d'autres talents qui peuvent l'amener peut-être à faire mieux que l'atelier de coiffure. Oui. Voilà. Peut-être dans le domaine de l'économie numérique. Vous comprenez? Peut-être dans la transformation des produits issus de, je ne sais pas, des clusters, des villages pionniers. Vous comprenez? Surtout qu'on est dans l'impôt-substitution. Peut-être dans la confection, pour la transformation du textile, etc. Donc, bref, c'est dans l'accompagnement qu'on va réellement lui trouver le meilleur et le meilleur métier ou le meilleur créneau porteur. Et évidemment, s'il y a besoin de renforcement de capacité, parce que là où elle aura choisi, ça peut demander de renforcement de capacité. Donc on peut la former également en alternance avec ce centre. Et c'est tout ça réuni qu'on lui dit en fait, que le projet est soumis au comité de crédit national pour pouvoir être financé plus tard, suivant le mécanisme dont j'ai parlé, qu'on ne donne pas l'argent en cash, mais on lui donnera, si c'est la coiffure est retenue, ça veut dire qu'on lui donnera l'équipement tel dont elle a besoin pour son atelier. Peut-être même qu'on lui aménagera son atelier avant, ensuite l'équipement, etc., suivant le business plan arrêté. D'accord. Sans qu'elle n'ait à toucher de l'argent. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour cette disponibilité à répondre aux questions des Camerounais. Parlons à présent de cet ouvrage qui est le tout premier. Vous-même, vous le classez où? C'est l'inspiration pour l'écriture, l'amour pour l'écriture. Est-ce que c'est un livre solution relativement aux questions des Camerounais? Est-ce que c'est un livre témoignage? Vous le classez où? Ben, je pense que c'est un livre témoignage, parce qu'en réalité, comme je vous l'ai dit, c'est une idée qui m'avait traversé depuis plus de 6 ans, pour dire au regard de mon parcours, parce que je dois rappeler, ça il faut que je le dise encore une fois de plus, merci au président de la République, le président Paul Biya, dont je suis le produit depuis jeune, bénéficiaire de sa politique de jeunesse. Ensuite, comme fonctionnaire, je suis promu à une responsabilité opérationnelle pour cette politique. Ensuite, maintenant, au niveau stratégique pour la supervision, la coordination de cette politique. Donc, je pense que j'ai vu toutes les étapes et je pensais qu'il fallait que j'ai cet ouvrage-là de témoignage sur le lien entre le président Paul Biya et sa jeunesse durant ce parcours-là. Et évidemment, le contexte l'a prêté, comme je vous l'ai dit, en début d'année, au regard de certaines déclarations liées, n'est-ce pas, à la malinformation et la désinformation même sur ce que le président Paul Biya a fait pour la jeunesse. J'ai pensé que c'était le moment de remuer mes tiroirs et sortir cet ouvrage-là. Je remercie l'éditeur qui avait effectivement déjà voulu que cet ouvrage sorte 2 ans ou 3 ans plus tôt. Mais, donc pour ceux qui posaient la question sur le timing, en se disant que est-ce que ce n'est pas un livre campagne électorale, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Le projet... Je pense que, vous savez, la campagne, c'est le moment de débat. Et effectivement, cet ouvrage suscite
les débats autour des faits et non de la malinformation ou non de la fiction. C'est ce que j'ai voulu que cet ouvrage serve d'élément de débat dans cette période pour que ceux qui ont vraiment envie de critiquer la politique de la jeunesse du président Paul Biya le fassent sur des bases justes, sur des faits et non sur des suppositions. Voilà. Donc, le temps, je peux dire qu'il peut contribuer effectivement à la campagne électorale. Et puis, il sert aussi, je pense, pour ceux qui soutiennent la politique du président Paul Biya, d'éléments également de langage. Je pense que c'est important. Mais surtout, je dois dire, cet ouvrage, je le préparais pour les collaborateurs chargés de l'encadrement de cette jeunesse. Parce que parfois, sur le terrain, dans l'arrière-pays, ils sont désarmés, ils n'ont pas tous ces éléments. Or, pour réarmer cette jeunesse, il faudrait avoir des évidences. Et je pense que cet ouvrage leur apporte des évidences nécessaires pour galvaniser cette jeunesse partout où il se trouve, afin de l'engager dans le chantier, n'est-ce pas, que promeut le chef de l'État en faveur de la jeunesse. C'est un ouvrage d'environ 412 pages pour 40 ans au pouvoir. Est-ce qu'il n'est pas petit pour 40 ans au pouvoir? Non, je ne pense pas qu'il faut voir ça en ces termes. C'est pas un livre qui récapitule simplement les réalisations du président Paul Biya. Si oui, ça ne devrait pas être sur un livre, ça devrait être des tonnes d'ouvrages. Non, je pense que c'est un livre qui prépare, qui donne, qui réarme, comme nous disons, le lecteur sur la politique du chef de l'État. Et ça, il faut lire les petits sous-titres importants parce que décryptage homotétique voilà, du quarantenat, d'une politique pionnière intemporelle en faveur de la jeunesse. Voilà, donc c'est déjà cet aspect de politique du chef de l'État qui est pionnière et intemporelle. Parce que nous démontrons en quoi cette politique est pionnière et intemporelle pour que les gens ne se laissent pas distraire, ne se laissent pas emporter sur des comparaisons qui n'ont pas la peine. Alors que le chef de l'État a pensé bien avant beaucoup d'autres pays ce que cette jeunesse devrait être. Et donc, ce qu'il a aujourd'hui prévu pour cette jeunesse va parler encore à des générations futures pendant longtemps. Et donc, c'est la raison pour laquelle nous appelons la jeunesse à se concentrer donc sur la mise en œuvre. Parce que inutile de commencer à poser des questions, j'ai eu une idée. Non, tout ça est déjà là. Maintenant, c'est comment on s'associe, on s'engage pour l'implémenter avec détermination, avec le fighting spirit nécessaire. Voilà l'objectif, n'est-ce pas, de cet ouvrage. Et pour ça, nous avons donc pris quelques éléments pour étayer, pour engager dans le jeune, l'amener à croire, avoir l'espérance, l'espoir nécessaire, parce que tout est là. Maintenant, aujourd'hui, comme j'ai coutume de dire, nous sommes, moi qui suis de la culture du mil rouge, aujourd'hui nous sommes à la saison où le mil est blanc. Quelques semaines, le mil bientôt sera rouge, mais pour y arriver, il faudrait le dernier désherbage. Et ça, il faut que le jeune accepte faire ce dernier désherbage tout en étant affamé. Parce que, vous savez, au mois d'août, quand le mil est blanc, on a faim, il pleut. Mais il faut aller désherber pour avoir le mil rouge 2 semaines plus tard. C'est très important, cette allégorie, pour que le jeune comprenne que le président Paul Biya a préparé son avenir, a de tout temps préparé l'avenir de cette jeunesse pour que cette jeunesse aille vers l'émergence de notre pays, porte cette émergence. Mais il y a des conditions, il y a aujourd'hui un effort à faire qui dépend du jeune lui-même, qui dépend de chacun de nous. C'est pourquoi je dis aussi que les jeunes, les adultes doivent accompagner cette jeunesse et méritent également que leur mentalité soit changée. Parce que parfois, c'est les aînés qui découragent même les jeunes. Ouais. Parce que lui-même, il n'est pas bien réamorcé. D'où donc
l'importance de ce programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civil, entrepreneurial, qui vise à réarmer à la fois les adultes et les jeunes, ensemble dans tous les milieux scolaires, universitaires, extrascolaires, milieux ouverts de nos villages et quartiers, à travers l'éducation populaire. Tout est là-dedans. Et le premier coach de Réamor, c'est le chef de l'État lui-même dans ses différents discours. Et nous avons sorti les éléments de réamorce nécessaires que le chef de l'État n'a cessé de faire pour la population en général et les jeunes en particulier. Lors de l'étape de la dédicace de cet ouvrage lundi à Berthois, quelqu'un m'a envoyé un message en indiquant qu'il a vu la couverture du livre. Il a vu des jeunes entrepreneurs, d'accord, des étudiants, d'accord, des jeunes éleveurs, agriculteurs, médecins et autres. Et puis il a vu les jeunes à bord des mototaxis, l'une des photos retenues. Et la question était de savoir, est-ce que l'État du Cameroun fait la promotion des mototaxis? Et si on s'en tient à cette couverture, qu'est-ce que vous répondez à ce jeune-là? Le gouvernement du Cameroun encourage le mototaxi service. Voilà le concept. Et tous les jeunes, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui travaillent et qui sont allés vers le ministère ou le gouvernement pour s'engager dans ce maillon de transport comprennent que déjà c'est pour changer la mentalité par rapport à ce métier. Vous comprenez? Parce que ce que ces jeunes conducteurs de moto font, c'est un service. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle, dans le cadre du plan triennal spécial jeune, nous avons créé un projet qui s'appelle Moto-Taxi Service, promotion des moto-taxi services, pour que dans la tête du jeune qui conduit le moto-taxi, c'est un service qui rend. Et c'est pourquoi on l'engage dans le maillon transport. Par exemple, dans les villages pionniers, vous allez voir que dans chaque village pionnier, il y a des moto-taxi services dont le rôle, c'est ravitailler les consommateurs des champs vers le secteur de consommation, parce que les mototaxis se développent pour répondre à des besoins. Vous savez que tout business répond à un besoin. Donc ça veut dire que eux, le service qu'ils rendent est tellement important, c'est pourquoi ils gagnent de l'argent là-dedans. Et le deuxième aspect, c'est de leur dire que le métier qu'ils exercent n'est pas dévalorisant, est plutôt valorisant. Non seulement c'est un service, mais qui peut les amener à migrer de la moto vers le tricycle vers la camionnette pour les gros porteurs. Il y a des exemples qui sont partis. Ce schéma-là est devenu aujourd'hui des grands transporteurs. Donc, si quelqu'un croit à ça, bien réamorcé, croit à ça, il va effectivement réussir son intégration. Enfin, sécuriser. Vous comprenez, la sécurité sociale. Les jeunes du secteur informel en général se sentent démunis parce qu'ils ont l'impression, le sentiment qu'ils ne sont pas en sécurité sociale. Or, aujourd'hui, la CNPS a mis en place un produit qui leur permet d'assurer cette sécurité sociale, c'est l'assurance volontaire. Donc, c'est la raison pour laquelle, à travers le projet Moto-Taxi Service, les jeunes sont affiliés à la CNPS automatiquement. La première année, le plan triennal spécial paie les 100% de cette affiliation. La première année. La deuxième année, 50%. La dernière année, 25%. Et la quatrième année, on se dit, le jeune comprend déjà l'importance de s'affilier à la CNPS. Parce que c'est ça qui permet d'assurer la sécurité sociale. C'est ça qui permet que le jeune, s'il conduit même la moto pendant 15 ans, il a la même retraite. Il prend la retraite exactement comme celui qui était dans une usine ou celui qui était dans un bureau. Vous comprenez? Ça, c'est très important. Et comme quand il a un accident ou un empêchement, il bénéficie des allocations exactement comme les employés dans d'autres secteurs. Voilà. Donc ça, c'est des éléments qui rassurent et qui permettent aux jeunes conducteurs de moto-taxi d'être un entrepreneur de transport, un transporteur, et non comme certains ont tendance à croire que c'est un métier de seconde. De perdu, d'enfant perdu. Alors vous étiez à Bamenda, je vais insister sur cette étape-là.
comment est-ce qu'un ouvrage comme celui-ci est accueilli dans une région comme le Nord-Ouest? À voir le nombre de personnes qui étaient à la dédicace, je dois dire que tout le monde perçoit et a envie en réalité de découvrir dans les faits ce qui est annoncé dans cet ouvrage. Parce que, comme je le dis, beaucoup de gens ne connaissent pas réellement ce que le président Paul Biya a fait pour cette jeunesse. C'est pourquoi certains, de bonne foi pourtant, font des déclarations, parce qu'ils ne sont pas au courant. Donc, je crois que dans le Nord-Ouest particulièrement, l'ouvrage a été traduit. Aujourd'hui, l'ouvrage est dans les 2 langues officielles. Donc, c'était bien la version anglaise qui était dédicacée au Nord-Ouest et également au Sud-Ouest. Donc, et même dans les grandes capitales, à Douala, il y en a qui ont pris, même à Bertois, vous comprenez très bien, la dernière fois, à Bertois, beaucoup ont pris des ouvrages en anglais. Donc c'est pour dire que le bilinguisme dans notre pays est partout sur le territoire national. Et donc, je crois qu'avec cet ouvrage, et j'ai souscrit à l'idée de l'éditeur, n'est-ce pas, de faire le plaidoyer auprès de personnes ressources qui soient capables, n'est-ce pas, d'offrir des exemplaires gratuitement aux jeunes au regard de son coût. Nous-mêmes, nous l'avons fait pour certaines catégories de populations, mais je pense qu'il est important que les élites puissent l'acheter et l'offrir aux jeunes et aux parents. Aux parents, c'est très important parce que beaucoup de parents manquent d'informations pour mieux orienter leurs jeunes. Si certains parents avaient toutes ces informations, je suis sûr qu'ils auraient mieux orienté leurs jeunes vers des métiers porteurs, vers des métiers qui leur permettent d'avoir tout de suite une insertion socio-professionnelle. Donc, c'est vraiment à l'usage de tout le monde pour la bonne information et que les hommes de bonne volonté puissent effectivement en offrir aux jeunes pour les partager lors de des tenues de leur association ou bien de certaines rencontres. Des comités de développement, d'autres rencontres. La prochaine étape, c'est Ebolova, dans le sud. Exact. Nous allons terminer par Ebolova le week-end prochain. Le livre sera disponible à Ebolova. Pour résumer tout cela, Monsieur le ministre, ce livre, c'est le dévoilement des réalisations du chef de l'État au profit de la jeunesse. C'est comme cela qu'il se présente? C'est le dévoilement de la vision du chef de l'État pour la jeunesse, étayé par des réalisations et des résultats probants de cette vision. Parce que si c'était que la vision, on pouvait dire c'est bien pensé, mais la mise en œuvre là, c'est étayé par les éléments probants et réalisations et la projection. C'est pourquoi on parle de demain. Parce que ce qui est prévu aujourd'hui par le président Paul Biya, c'est encore meilleur. Ça donne de l'espoir et de l'espérance à la jeunesse. Parce que quand vous voyez la vision 2035, la politique nationale de la jeunesse qu'il vient de prescrire et qui a fait large consultation des jeunes l'année passée, y compris dans la diaspora, c'est une politique qui a été dite de l'émergence parce que son horizon c'est 2035, 2025, 2035. Donc, ce qui est prévu là-dedans, c'est vraiment, ça donne de sourire aux jeunes. Mais il faudrait y aller et il faudrait y croire. Et malheureusement, ils n'ont pas tous ces éléments-là, d'où donc l'importance d'avoir cet ouvrage. Merci Augustin Ayaoundé, très intéressant de suivre le ministre. C'est ce dont on a besoin et que quel que soit le bord politique auquel on appartient, il faudra que ça se poursuive ainsi avec un peu de contraction ou de contradiction, je sais ce qu'il voulait dire. Augustin, on fera l'effort d'avoir régulièrement les membres du gouvernement, que tout soit dans l'esprit du monsieur le ministre de la Jeunesse, qui sait également que les Camerounais, les jeunes, nombreux sont en train de converger vers le stade Amadou Ahidjo pour cette rencontre tout à
à l'heure à 20h entre l'équipe nationale du Cameroun, les Lions indomptables du Cameroun, l'équipe des Swatini. Match comptant pour les éliminatoires de la Coupe du monde de football. Est-ce que M. le ministre y sera? Mais quel est le vœu de M. le ministre aujourd'hui pour cette équipe nationale du Cameroun, pour le Cameroun? C'est de continuer à servir d'exemple parce que, comme je vous l'ai dit, le programme national d'éducation civique par le réarmement moral, civil et entrepreneurial, le PRONEC réarmement, ce que le gouvernement met aujourd'hui en œuvre pour amener le Cameroun au changement de mentalité et fondé sur l'exemple des lions indomptables du Cameroun. Donc, aussi bien dans le vivre ensemble que dans le fighting spirit, le Hemle camerounais. Est là. Donc, il faudrait que tous ceux qui sont dans cette équipe soient dans cet esprit pour servir donc de modèle, puisque nous sensibilisons les jeunes à s'identifier à eux. Donc, il faudrait qu'eux, ils soient toujours des exemples, donc des comportements exemplaires. Voilà. Donc, voilà un peu le vœu, évidemment. Gagner toujours, parce que l'objectif, c'est gagner. On a le fighting spirit, c'est pour gagner. Dans l'entrepreneuriat, on doit être le meilleur. Donc, il faut qu'il y ait toujours ces lauriers qui font rayonner, n'est-ce pas, notre pays à l'international et qui montrent que la diplomatie du sportif, du chef de l'État est toujours porteuse d'espoir pour notre jeunesse. Voilà le vœu. Et il faut je gagner. pense déjà que ce match-ci, le vœu immédiat, c'est déjà de le gagner et de continuer ces victoires-là dans le vivre ensemble harmonieux, dans l'esprit de combat, de fighting spirit qui les caractérise. Dans ce souhait, celui du vivre ensemble harmonieux, et autour de l'équipe nationale du Cameroun, on a quand même observé beaucoup de dérapages sur les réseaux sociaux, où on a eu un peu peur quant à la survie du vivre ensemble. Vous avez dans votre ministère des structures, directes ou indirectes, qui s'occupent justement de ce côté de civisme et de vivre ensemble. C'est pourquoi nos 1000 volontaires, patriotes des réseaux sociaux, qui sont déployés depuis déjà bientôt 2 ans sur la toile pour lutter contre ces discours de haine, ces fakes et promouvoir le vivre ensemble à travers la e-campagne, sont à pied d'œuvre pour toujours veiller à sensibiliser, à éduquer, à promouvoir, n'est-ce pas, ce vivre ensemble harmonieux, y compris au sein de notre équipe nationale. Donc, on ne cessera jamais de le prêcher. Et donc, je pense que c'est les différents acteurs. Et je me réjouis que de temps en temps, ce climat revient à la normale. Parce que chacun de nous, vous savez, les Lions indomptables, c'est notre religion nationale. C'est le facteur de notre unité nationale. Donc, même s'il y a un écart à un moment donné, chacun doit se ressaisir et dire d'abord le Cameroun, notre continent. Voilà. Et je crois que chacun est assez mûr. Rien n'empêche que, disons, nous continuions à prêcher, même s'il y a quelques écarts. C'est ça l'objectif. Vous savez, le changement de comportement, c'est une œuvre de longue haleine. Et nous devons toujours continuer le processus jusqu'à la masse critique. Et je crois que la masse critique n'est pas loin. D'accord. Alors, il y a des symboles importants autour d'une rencontre comme celle-là. Le drapeau du Cameroun, l'hymne national du Cameroun. Les programmes que vous développez au ministère de la Jeunesse et de l'Éducation civique portent-ils déjà des fruits avec l'exécution de l'hymne national, la levée des couleurs, des éléments qui, il y a de cela quelques années, avaient quelque peu disparu et qui n'étaient plus fondamentalement respectés? Effectivement, cela concourt effectivement à ce réarmement qui commence déjà par les symboles et emblèmes de la République, parce que pour être patriote, pour être attaché à sa patrie, il faudrait déjà respecter ces emblèmes et symboles que d'aucuns avaient déjà tendance à
à les désacraliser. Le drapeau doit être sacré et sa manipulation, c'est comme un bébé. Donc c'est ce que nous essayons de démontrer déjà à travers la restauration de ces cérémonies de levée et descente de couleurs avec l'hymne national qui véhicule des valeurs. Ce n'est pas un chant de musique simple, c'est un chant de ralliement qui véhicule des valeurs. Et on avait, par paresse en réalité, décidé de chanter simplement le premier couplet et le premier refrain. Or, notre constitution dit qu'il faut chanter l'hymne national dans son entièreté, dans l'une des langues officielles, c'est-à-dire le français ou l'anglais, et dont les deux couplets, les deux refrains. Alors, dans le cadre de la promotion du bilinguisme, nous avons souhaité que la deuxième, autant que faire se peut, que le dernier refrain soit repris dans l'autre langue officielle. Donc, cela permet aujourd'hui exécuté en anglais, voilà. Le deuxième refrain doit être en français, si on exécute en français, ainsi de suite. Et aujourd'hui, nous nous réjouissons que dans les milieux scolaires, universitaires et même dans les milieux socio-professionnels, puisque beaucoup d'administrations aujourd'hui font les cérémonies de levée et descente de couleurs en exécutant l'hymne dans son entièreté. Donc, le deuxième couplet qui véhicule, comme vous le savez, en français comme en anglais, des valeurs fondamentales qui concourent aujourd'hui à notre intégration nationale et même intégration africaine. Merci beaucoup, Monsieur le ministre, d'avoir trouvé du temps pour venir répondre aux questions des Camerounais. D'ailleurs, les messages sont nombreux là-dessus pour vous saluer pour cet engagement. On salue également tous ceux qui envoient des messages. Merci au président des appelés du service civique national qui est très impliqué dans cette campagne autour de l'hymne national et la levée des couleurs. C'est un jeune que vous connaissez d'ailleurs très bien, Clément Christ Guimatol, qui a suivi l'émission. Ce sont les leaders de mouvements de jeunesse dans ce secteur, voilà, de réarmement moral civique. C'est les appelés du service civique, donc le maître d'œuvre, parce que c'est l'agent du service civique et le maître d'œuvre, n'est-ce pas, de réarmement moral civique entrepreneurial. D'accord, merci beaucoup. Et M. Ampon vous répondra en off. Il dit qu'il est de Nguélémendouka et il ne sait pas où se trouve la délégation d'arrondissement de la jeunesse du côté de Nguélémendouka. On va vous répondre en off, c'est les choses du village. On va vous informer. Voilà un jeune qui est un bon client du centre de Réamos que je venais de visiter à Bertois parce qu'effectivement, il faut l'amener au changement de... Alors, tout jeune qui ne connaît pas où se trouve une structure de son ministère, ça veut dire qu'il lui manque quelque chose, donc il faut lui apporter cela. S'il est encore à l'école, je pense qu'on va le référer à un club d'éducation civile et d'intégration nationale. Bon, maintenant, s'il est extrascolaire, je pense que nous allons mettre derrière les équipes mobiles d'animation populaire, urbaine et rurale, les EMAPUR, avec les médiateurs communautaires pour lui apporter ce réamos nécessaire. D'accord, M. Ampo qui a envoyé ce message à la réponse du ministre en direct. Merci beaucoup, M. le ministre de la Jeunesse, d'être passé par Info TV. Merci beaucoup, Jean-Jacques Zé. Merci une fois de plus à Info TV pour sa citoyenneté. Et ce sera toujours avec plaisir de venir ici partager avec les jeunes, partager avec vos téléspectateurs. Et surtout pour votre émission très courue, je n'ai pas hésité un seul instant à venir partager avec vos téléspectateurs. Grandement merci. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles. Monsieur le président directeur général du groupe La Météo qui a fait personnellement le déplacement pour l'encadrement de ce programme. Merci à vous à la maison d'avoir regardé. Très bonne soirée sur Info.